Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition du soir, au sommaire de ce journal. Drame dans la commune d'Abobo, une fille de ménage âgée de 20 ans tuée par sa patronne. La présumée coupable est aux mains de la police. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour en savoir davantage. Restons toujours dans la commune d'Abobo où les populations du quartier Banco attendent depuis une vingtaine d'années une solution à leur désenclavement. La route qui mène au centre médical social El Rafa est dans un état piteux, situation préoccupante que dénonce la rédaction dans le carton rouge de cette édition. Merci de suivre l'information sur RTI2. 25 ans au service de la communauté en Côte d'Ivoire. Le laboratoire pharmaceutique belge a contribué à l'amélioration des soins de santé dans le pays pendant toutes ces années. Et pour marquer cet anniversaire, les responsables du laboratoire mènent une action de bienfaisance à l'hôpital général d'Adiaké. Les détails avec nous Sangaré et Alassane Parguin-Drabo. 1997-2022, cela fait 25 ans que le laboratoire pharmaceutique belge est au service de la communauté et de la santé. Pour les festivités marquant ces 25 années d'existence, les délégués médicaux de la région du Sud Comoé se sont donné rendez-vous à l'hôpital général d'Adiaké, le temps d'une procession jusqu'au stade de la ville. Une célébration marquée par des actions sociales en faveur de l'hôpital général d'Adiaké. On a fait des dons à Adiaké, on a fait des dons de 3 splits, on a fait des dons d'une chaise roulante et aussi on a fait des dons dans certains centres de santé pour dire merci encore à ces différents centres de santé, différents responsables pour aider aussi l'État de Côte d'Ivoire à continuer à aider la population dans le cadre de la santé pour tous. Une initiative soutenue par Ibrahim Bakayoko, sous-préfet d'Adiaké. Il a encouragé le laboratoire belge pour ses actions de bienfaisance à l'endroit des populations. Je pense que ces dons vont participer considérablement au fonctionnement des structures bénéficiaires, notamment l'hôpital général et toutes les structures autres qui ont reçu ces dons. Et je voudrais les exhorter à continuer sur cette lancée. Les festivités marquant les 25 ans d'existence du laboratoire pharmaceutique belge ont été meublées par une journée sportive. La fête de la Tabaski a eu lieu le samedi 9 juillet dernier sur toute l'étendue du territoire national. Mais de nombreux fidèles musulmans, pour des raisons personnelles, préfèrent sacrifier leur bête le lendemain ou 2 jours après la date officielle. Alors, immoler sa bête à cette période a-t-elle autant de mérite qu'immoler le jour J? La réponse avec notre reporter Pargasoro Kone. Il s'est rapproché d'un homme de Dieu. Samedi 9 juillet 1443, Égir, célébration officielle de la fête de l'Aïd el-Kébir sur toute l'étendue du territoire à travers l'acte de soumission d'Abraham à Dieu, l'immolation du mouton. Après la fête, nombreux sont ces fidèles qui, pour une raison ou pour une autre, préfèrent immoler leur bête le lendemain ou 2 jours plus tard. C'est le cas de Moussa Sawadogo, dit Moussa Kakao, président du conseil d'administration de la société de coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles SIMPA. Il a invité parents, collaborateurs, amis et proches de toutes les obédiences religieuses chez lui au quartier Adaou Medina d'Aboville. Pour pouvoir avoir tout le monde, je décide de tuer mon mouton le lendemain. Quand on dit une fête, c'est tout le monde. Il n'y a pas de coût social, c'est tout le monde. Et si vous voyez que j'invite les pasteurs, les imams, les joueurs, il faut que tout le monde vienne communier, il faut que tout le monde se mette ensemble pour qu'on puisse savoir que dans la vie, il n'y a pas de division. Pendant que Moussa s'entretient avec ses invités, les femmes, elles, s'attellent à la cuisine. Au menu, tchèp, foutou, pommes de terre, mouton braisé et cabri sauté, entre autres. Il faut proposer aux invités des mets succulents. Il y a tous les mets qui sont là jusqu'à 20h aujourd'hui. Ils seront tellement chargés, bien rassasiés, que le bon Dieu même nous dira que vraiment vous avez fêté cette tabaski avec fierté cette année. Une fois le repas prêt, c'est avec beaucoup d'appétit que tous ont dégusté les plats à eux proposés. Les invités n'ont pas manqué de saluer ce geste de Moussa. Nous ne sommes pas surpris de voir tout ce qui s'est passé. En tout cas, le président est un homme de cœur. Il nous a toujours invités à partager. Et nous sommes très heureux. Nous repartons satisfaits. Immoler sa bête après le jour J a-t-il des mérites, tout comme le jour de la fête? Pour avoir une réponse à la question, retour à Abidjan, précisément à la mosquée des cités du lycée technique de Cocody, pour rencontrer l'imam principal de cet édifice religieux. Le prophète a dit: ce jour de fête, vous pouvez immoler. Le lendemain, vous pouvez immoler. Le surlendemain, vous pouvez immoler jusqu'à la prière de Asr. Concernant les mérites,
tous ceux qui sont dans ces jours-là ont les mêmes mérites. Sauf peut-être celui qui aura refusé de faire le premier jour alors qu'il a les moyens et il attend le second jour. L'homme de Dieu, profitant de l'occasion, a invité les fidèles musulmans à prier constamment pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Restons toujours avec notre reporter Pargasoro Kone de Madangui. Il nous propose cette fois la prière de la fête de la Tabaski dans les mosquées d'Abobo et de Paris. Suivons son reportage. La cohésion sociale, la paix, la réconciliation, l'amour du prochain, entre autres problématiques développées par l'imam Abdoulaye Kone de la mosquée Nour Denguélé d'Abobo Plaque 1 à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton célébrée le 9 juillet dernier. L'imam Abdoulaye Kone, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans à être des artisans de paix et de la non-violence. Il les a aussi exhortés à la solidarité, à l'union et à la fraternité, des valeurs chères en islam. Pour lui, le musulman doit adopter un comportement digne, exemplaire et responsable à l'image du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'inviter les fidèles à la retenue, à enterrer la hache de guerre et à combattre la haine sous toutes ses formes. Le message et les conseils de l'imam bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique afin d'être des musulmans responsables, sincères et exemplaires. C'est par des prières, des louanges, des invocations et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire que la prière de la fête de la Tabaski à la mosquée Nour Denguélé d'Abobo Plaque 1 a pris fin. En sport, le président de la Ligue de football, Salif Bictogo, a entamé une visite des différents clubs de sa ligue. Il s'est rendu récemment à Solbeni, dans la commune de Cocody, pour visiter les infrastructures du club le plus titré du pays. Jean-Sylvain Rissot. Ce sourire traduit la joie du président de la Ligue de football professionnel, Salif Bictogo, en visite à Solbeni, l'antre de la secte Mimosa, où il est reçu par le directeur général du club, Benoît You. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique du nouveau patron de la Ligue de football professionnel de Côte d'Ivoire, qui a décidé de parcourir les clubs dont il a la charge. Au niveau de la Ligue professionnelle, nous avons décidé, avec l'accord du président de la Fédération ivoirienne de football, le président Idriss Diallo, de visiter ces sièges, nos collègues présidents, et pouvoir les identifier et savoir où les trouver en cas de cas. Et c'est ce que nous avons entamé ce matin par le siège de la SEC d'Abidjan. Pendant 30 minutes, Salif Bictogo a visité le service communication, les terrains, l'académie, le restaurant, l'hôtel et la salle de sport du club jaune et noir. Je crois que c'est une vraie industrie. On a dit qu'aujourd'hui le football est devenu une industrie. On est passé du système loisir à l'industrie. Il n'y a plus de mécénat comme avant, donc il faut pouvoir faire vivre le club. Et aujourd'hui, les clubs demandent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et nous avons vu au niveau de la SEC ici qu'ils se sont donné les moyens de créer de la richesse. Et c'est avec ces richesses-là qu'ils peuvent entretenir le club. C'est vrai que quand on va au stade, on voit la SEC perdre peut-être devant un club moins huppé. Mais toute l'organisation qui se trouve derrière est très formidable. Et je pense même que certaines entreprises en Côte d'Ivoire n'ont pas cette organisation. Modestie mise à part. Salif Bictogo se rendra dans les prochains jours à Gagnoa pour visiter les installations du Sporting Club qui a terminé deuxième lors du dernier championnat de la Ligue 1. De football à présent, le projet de football Académie INGS Benfica de Lisbonne est désormais une réalité. Ce programme prendra en compte 80 jeunes footballeurs ivoiriens. Les deux parties se sont retrouvées dans les locaux de l'INGS pour entériner ce projet. Patrick Dadier. Sur la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara d'œuvrer pour un meilleur devenir et le bien-être de la jeunesse ivoirienne, le projet de football Académie Benfica de Lisbonne, INGS, dont les discussions ont débuté en 2016, a commencé à prendre forme. Le jeudi 7 juillet 2022, une forte délégation de ce mythique club portugais, conduite par Bernardo Faria Carnalo, par ailleurs directeur de SL Benfica International, a visité les locaux de l'INGS devant accueillir les futurs académiciens. Habib Sanogo, DG de cette institution, entouré de ses proches collaborateurs, a fait visiter à leurs hôtes les dortoirs, le bâtiment rénové qui servira de bureau aux encadreurs portugais et ivoiriens et l'infirmerie pour apporter les premiers soins en cas de besoin.
Après cette étape, Koné Tiegbe, détenu de la Fédération ivoirienne de football, a fait un exposé en présentant le projet Académie Benfica, INJS. Selon lui, plus de 10 000 jeunes gens des U14 et U16 vont s'affronter à Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Au terme d'un tournoi final, 60 à 80 jeunes gens talentueux seront appelés à intégrer l'académie, parmi lesquels sortiront une quinzaine qui pourront embrasser une carrière professionnelle. La mise en exécution du projet est annoncée pour septembre 2022 et la formation s'étendra sur 10 ans. À l'international au Japon, l'heure est à l'hommage. 4 jours après le meurtre de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, sa famille et ses proches assistent aujourd'hui à Tokyo à ses funérailles. La cérémonie se déroule dans un temple bouddhiste dans le centre de Tokyo, en présence de la veuve et des autorités du pays. Il faut rappeler que Shinzo Abe détenait le record de longévité au poste de Premier ministre au Japon qu'il a occupé en 2006-2007, puis de nouveau de fin 2012 à 2020. À la fois nationaliste et pragmatique, il aura marqué les esprits avec sa politique économique audacieuse surnommée les Abenomics, combinant des relances budgétaires massives avec une politique monétaire ultra accommodante. Allons à présent pour le carton rouge de la semaine. Les populations d'Abobo Banco attendent depuis 20 ans la route qui leur permettra de rejoindre le centre médico-social El Rafa. Pendant ce temps, elles vivent dans un environnement insalubre. Des déchets à tous les coins de rue et des eaux usées qui stagnent à tous les recoins du quartier. Un calvaire qui prendra certainement fin avec le reprofilage de cette route. À quand ces travaux? On ne le sait pas encore. À Bobo Banco, à quand la route du désenclavement? Un reportage signé Alassane Parguin-Drabo, Gilles Tonia et Eliane Adio-Nguessan. Le sapeur-pompier ne peut pas passer ici. Il y a un garage qui a plus fait ici. Fait! Le pompier ne peut pas rentrer. Tout est bouché. Tu as vu poto la même machine qui casse les maisons là. Il reste dedans. Pour ça que tu vois là. Mais il y a un hôpital là-bas. Hein? La route en question, la voici. Elle s'étend sur une distance d'à peine 5 km et est impraticable depuis bientôt 20 ans. À Abobo, quartier Banco, cette voie, plutôt stratégique, conduit à l'hôpital le plus proche, le centre médico-social El Rafa. Mais du fait de son état, plusieurs malades ont frôlé la mort. Il y a une femme qui était malade, elle est enceinte, elle va accoucher. On fait comment? Il n'y a pas de voiture pour aller. On va se défendre pour envoyer la femme à l'hôpital Arafat, mais ce n'était pas l'appel. La route n'est pas bonne, la route est dégueulasse. On arrive devant elle, la femme, on est obligé de la mettre en Wotro. On arrive devant encore même la boue de là-bas. Là. Wotro ne peut pas passer. On a pris bourrette. Le directeur de l'hôpital est lui-même inquiet. Il a du mal à prendre en charge efficacement les 36 000 habitants que compte son aire sanitaire. C'est un véritable calvaire pour nous, qui nous empêche de faire correctement le travail en matière de prise en charge des cas d'urgence que nous devons référer, soit à l'hôpital de référence au Fauboyer ou bien dans le CHU. Deuxièmement, la difficulté, c'est au niveau même de l'accès à la population dans le quartier. Et quand il pleut, donc nous ne pouvons pas rentrer facilement dans le quartier, ce qui fait que les véhicules même ont du mal à rentrer dans le quartier. Et troisième niveau, c'est que l'état de la route fait que l'insécurité se développe parce que même quand nous sommes victimes d'agressions au niveau de l'hôpital et que nous faisons appel à la police du 21e arrondissement, la police n'arrive pas à rentrer dans le quartier. Circuler dans ce quartier est un véritable calvaire. L'État a un représentant dans le quartier, il s'agit de la mairie. Si l'État ne donne pas instruction à la mairie pour satisfaire la population, mais
S'il pleut même, les riverains pour pouvoir rentrer chez eux, c'est tout un calvaire. Je suis foncé comme ça, je n'arrive pas à sortir. Ouais. Donc vraiment, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait, naturellement, ça nous fait perdre aussi l'argent dessus, et puis la clientèle. En l'absence de bitume, les populations, elles aussi, rivalisent d'ingéniosité pour s'enfoncer dans le malheur. La route est désormais la poubelle des habitants du Banco, et plus grave encore. Le trou qui est derrière moi, c'est le trou où quand on vide le WC, on vient jeter les ordures dans le trou. Bon, beaucoup de fois, les canalisations sont liées à le coin. Je ne sais pas si c'est pour les habitants ou c'est quoi. On nous a dit beaucoup de fois qu'ils vont arranger cette route. Et quand ils vont arranger la route, ça arrange tout le monde. Enclavé, ce quartier est aujourd'hui un garage à ciel ouvert. Une vingtaine de mécaniciens s'y sont installés, illégalement bien sûr. Nous, on n'est pas là pour gâter la route. Le contraire, mais on est là pour arranger. Il y a des voitures qui tombent en panne. Si on n'est pas là pour dégager, ce n'est pas facile. Souvent, ça crée un embouteillage. Il faut nous pour dépanner les voitures au plus vite pour que la route soit dégagée. Dans le désarroi total, les populations appellent à l'aide. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau. L'eau rentre sur nous ici. Il y a trop de moustiques. Vraiment, ils n'ont qu'à venir nous aider. On souffre beaucoup. Quand est-ce que disparaîtra cette étendue de boue pour faire place enfin à une route bitumée? Quand est-ce que disparaîtra également cette broussaille naissante pour que vienne enfin le bitume tant attendu? Et ces odeurs fétides et nauséabondes, et cette mare d'eau, mais très usée. Dans l'attente de réponse à toutes ces questions, carton rouge à ces mécaniciens installés illégalement, carton rouge à la mairie d'Abobo et carton rouge également aux riverains pour leur incivisme. Un reportage de Alassane Parguin-Drabo. Nous sommes de plein pied dans les vacances scolaires et de nombreux élèves s'adonnent à des activités génératrices de revenus, aussi appelées jobs de vacances, une initiative très appréciée des parents. Ils y voient un moyen de préparer la prochaine rentrée scolaire. Notre reporter Yacouba Koulibaly a rencontré quelques-uns. Le reportage dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions en titre, l'information fait le tour de la toile depuis quelques jours. Une servante tuée par sa patronne. Ce drame s'est produit dans la commune d'Abobo. Fanny Fapana, une employée de maison âgée de 20 ans, battue par sa patronne. Elle succombe aux coups et meurt dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet dernier. La présumée coupable est aux mains de la police. Le quartier est encore sous le choc. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi un tel acte? Les réponses avec Bintou Pekele dans nos prochains journaux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.